Des néo-nazis dans l'armée. Ils seraient une cinquantaine d'après une enquête de Mediapart à afficher sur les réseaux sociaux leurs accointances avec l'extrême droite. Salut et tatouage nazi, référence au suprémacisme blanc. Les preuves sont irréfutables et en accès libre puisque cette enquête est basée sur des sources ouvertes. Une enquête qui interroge sur un phénomène qui n'est pas nouveau, un problème visiblement toujours pas réglé par le gouvernement. Pour en discuter avec nous sur le plateau du Média TV, Sébastien Bourdon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à Mediapart, pigiste, vous avez coécrit cette enquête avec Justine Brabant et Mathieu Suc. Ces informations, elles choquent, les références au nazisme sont multiples et très explicites. Pourtant, c'est pas la première fois que la présence d'éléments néo-nazis dans l'armée est établie. Non, alors c'est pas la première fois. Nous, on avait déjà travaillé sur le sujet, on avait déjà publié une première enquête en juillet 2020, au cours de laquelle on révélait une dizaine de cas à l'époque, qui étaient encore une fois, déjà des militaires qui affichaient ouvertement sur les réseaux sociaux leur appartenance à l'idéologie néo-nazie. Et évidemment, dans le passé, il y a eu un certain nombre de cas avec des militaires qui défraient la chronique. Il y a eu des histoires de soirées où des militaires fêtaient l'anniversaire d'Adolf Hitler, puis allaient s'en prendre à des mosquées. Il y avait eu des photos déjà dans des casernes avec des drapeaux néo-nazis, etc., etc. Alors, vous expliquez d'ailleurs dans le papier que ces personnes, elles sont disséminées dans différents corps de l'armée. Oui, alors au total, on a identifié au total de nos deux enquêtes 60 militaires qui sont répartis au total dans 14 régiments, principalement dans ceux de la Légion étrangère, notamment pour le deuxième volet de notre enquête qui vient de paraître, mais donc au total, c'est 14 régiments. Alors, depuis le mardi 16 mars, le jour de la publication de l'enquête, la ministre des Armées, Florence Parly, elle a réagi à ces comportements que vous avez documentés. Elle les a qualifiés de totalement inadmissibles, mais résultant de dérives individuelles. Pour vous qui avez fait cette enquête, est-ce que vous considérez que c'est une réponse suffisante? Est-ce que le gouvernement prend suffisamment la mesure du problème? Nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la ministre des Armées et la communication du ministère des Armées continue à parler de dérives individuelles. Et elle parle de dérives individuelles puisqu'elle minimise nos chiffres et elle considère que sur les 50 cas qu'on vient de révéler, il y en a uniquement 6 ou 7 pour lesquels ils n'étaient pas au courant. Et pour réduire ce total de 50 cas, ils font des calculs qui sont libres de faire évidemment, mais en gros, ils en enlèvent 12 en disant tout simplement qu'ils ont quitté l'armée. C'est pas faux, mais pour la très grande majorité des militaires qu'on a identifiés, les faits qu'on leur reproche et le fait qu'ils montraient leur appartenance à l'idéologie néo-nazie est concomitante avec la période de leur engagement au sein de l'armée française. Ils en écartent également une vingtaine de cas en disant que à l'heure actuelle de leurs enquêtes, des investigations qui mènent suite à nos révélations, eux n'ont pas pu établir des liens de ces militaires avec l'idéologie néo-nazie. Ce qu'on fait remarquer, c'est que en même temps qu'on a contacté le ministère des Armées, on a également contacté tous les militaires mis en cause dans le cadre du principe du contradictoire. Et il y a un certain nombre d'entre eux, il y en a même beaucoup, qui ont évidemment essayé d'effacer leurs traces et qui ont donc soit supprimé leur compte sur les réseaux sociaux, soit à minima changé les paramètres de confidentialité, supprimé certaines photos. Et enfin, le ministère écarte une douzaine d'autres cas en disant qu'ils étaient déjà au courant pour ces cas-là, mais que c'est des personnes qui ont pu intégrer la Légion étrangère puisqu'ils n'étaient pas impliqués dans des crimes de sang et donc qui a un sort de droit à l'oubli en intégrant la Légion étrangère. Encore une fois, il ne détaille pas, on maintient juste que pour la très grande majorité des cas qu'on a identifiés, les faits datent de la période de leur engagement. Alors par exemple, vous parliez de 12 militaires dont le gouvernement dit que depuis ils sont partis de l'armée. Pour eux, il ne se passe rien, ils ne vous ont pas dit ce qui comptait, s'il allait y avoir des sanctions quand même ou, Alors, ils ont quitté l'armée, donc je ne suis pas sûr que le ministère des Armées puisse... ils ne dépendent plus du ministère des Armées de facto, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie possibilité de les sanctionner. Je sais que pour au moins un cas, ça a été révélé par la presse locale suite à la publication de notre enquête, il y a un militaire qui a été contacté par son ancienne hiérarchie en lui demandant d'effacer toute trace de son appartenance passée à l'armée. Je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, a priori, sur ce cas-là au moins, l'armée essaye d'entrer en contact avec ses anciens militaires et de leur demander de cacher, du moins de rester discret sur leur ancien rôle de militaire. Alors, ce qui choque aussi au-delà de ces images, c'est qu'elles sont en accès libre, c'est-à-dire que vous avez, c'est pas des sources qui vous ont envoyé des documents quoi, vous les avez trouvés tout seul en faisant votre enquête. Enfin, du moins, du coup, elles l'étaient, puisque vous le disiez, donc il y a beaucoup de militaires qui ont supprimé leur profil entre-temps, mais ce sont des images qui, à la base, sont publiées au CHU à la vue de tous, en fait.
Oui, bien sûr. Pour la très très grande majorité des images et des cas qu'on identifie, c'est en effet des informations qui étaient en source ouverte, qui étaient publiées très simplement sur Facebook, Instagram principalement, sur des profils publics. Donc il n'y a pas besoin d'être ami avec la personne, il n'y a pas besoin d'être abonné à la personne pour accéder à ces informations. C'était aussi parfois le cas sur des comptes relativement populaires, enfin du moins avec un nombre d'abonnés relativement important. Le fameux caporal Nikita de la Légion étrangère, dont on parle beaucoup dans cette enquête et qui a publié plusieurs vidéos assez choquantes, notamment une vidéo prise en Guyane dans le cadre d'une opération de l'armée française sur laquelle on voit 4 jeunes enfants effectuer des saluts nazis. On se doute évidemment que quelqu'un leur a demandé d'effectuer ces saluts nazis. Cette vidéo, elle a été publiée sur Instagram donc par ce militaire et il comptait à l'époque près de 1500 abonnés sur son compte Instagram. C'est pas la première fois que la présence de sympathisants néo-nazis dans l'armée est mise en évidence, on le disait en introduction. Vous parlez dans un autre article d'une affaire qui date de juin 2013 où 2 chasseurs alpins posaient en effectuant une quenelle, marque de fabrique de l'humoriste antisémite Dieudonné, devant une synagogue. Alors à l'époque, des sanctions exemplaires avaient été promises. Ils s'en sortiront finalement avec 10 jours d'arrêt. Alors en effet, c'est ce que le ministère des Armées nous avait indiqué à l'époque. Et je crois qu'ils avaient également répondu qu'il n'était pas question de radiation et simplement qu'il était peu probable que le contrat de ces militaires soit renouvelé. J'en sais pas plus sur leur cas précis. On a d'un côté des sanctions qui sont assez légères quand elles sont prononcées, et de l'autre des militaires qui affichent leur sympathie néo-nazie ouvertement. Est-ce que vous pensez que ce manque de sanctions, justement, il peut avoir un lien avec cette espèce d'impunité en fait, des militaires qui n'hésitent pas à afficher de tels comportements aux yeux de tous? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que au sein même des casernes, c'est aussi ce qu'on révèle à travers notre enquête, un certain nombre de ces militaires affichent leurs convictions. Alors il y a des cas plus ou moins emblématiques et plus ou moins graves ou plus ou moins anecdotiques également. Il y en a qui dessinent des croix gammées sur les frigidaires dans leur caserne. Bon, chacun se fera son avis sur la question. Il y a également, on a également trouvé plusieurs photos de drapeaux affichés sur les murs des casernes, soit des drapeaux avec la croix celtique, qui est un symbole d'extrême droite très connu, notamment utilisé par des suprémacistes blancs. On a également trouvé des drapeaux de la République de Salo affichés au sein des casernes et également des affiches qui renvoient à des événements, notamment un rendez-vous de la mouvance néofasciste italienne. Et ça, dans ces cas-là, les hiérarchies, elles sont au courant ou... On n'est pas évidemment allé physiquement au sein des casernes, donc difficile de savoir qui passe dans ces casernes, qui passe dans ces chambrées et qui voit quoi. En tout cas, le fait est que ces militaires, a priori, ne se gênent pas pour afficher ces choses-là au mur. Et on peut supposer qu'un certain nombre de personnes de leur hiérarchie voient ces drapeaux en travaillant au quotidien dans ces casernes. Et visiblement, ça n'a pas l'air de plus les déranger que ça. On le disait, donc Florence Parly a réagi en parlant de dérives individuelles. Vous, dans l'enquête, vous dites même qu'en fait, il y a une espèce de déni de l'armée et de la direction de l'armée, notamment vis-à-vis de ces comportements. Alors, sur la question de la dérive individuelle, j'ai parlé des chiffres et de la façon dont le ministère des Armées communique sur les chiffres. L'autre enjeu sur lequel dont on parle dans notre enquête, et l'autre raison pour laquelle on considère qu'il ne s'agit pas uniquement de dérive individuelle, et qu'il y a bien, nous, on titre sur une filière, c'est pas un terme canodin, on titre là-dessus, notamment par rapport au fait que beaucoup de ces militaires, la grande majorité, à peu près 45 sur 60, se connaissent les uns les autres, au moins virtuellement, se suivent sur les réseaux sociaux, et à la fois au sein même, quand ils sont membres d'un même régiment, ça peut paraître logique, ils se côtoient au quotidien, mais également d'un régiment à l'autre. Il y a un exemple dans notre enquête d'un fameux Lucas, qui a rejoint il y a très peu de temps la Légion étrangère, et d'après ce qu'on a trouvé, alors qu'il venait tout juste de rejoindre la Légion étrangère, sur les réseaux sociaux, il était abonné à, je ne sais plus, mais au moins 5 ou 6 comptes d'autres militaires néo-nazis disséminés dans d'autres régiments. Donc, selon toute vraisemblance, qu'il n'a pas pu rencontrer encore, dans le cadre de son travail, ou qui venait de commencer. Alors, il y a même le cas d'un militaire qui a affiché des sympathies néo-nazis, c'est avéré, et qui reste encore en poste et qui s'est même vanté d'être trop précieux pour être viré. Donc c'est dire en fait le niveau d'impunité à ce moment-là. Alors le cas dont vous parlez, c'est un cas qu'on a révélé dans notre première enquête. C'est un légionnaire qui s'appelle Teddy. Nous, ce qu'on sait, c'est que suite à notre première enquête, le ministère des Armées nous a dit que 7 personnes avaient été, je reprends leur terme, lourdement sanctionnées, dont 2 radiées. Et nous, on s'est rendu compte que donc, ce Teddy, qui en effet est
couvert de tatouages néo-nazis, il a notamment la devise de la SS tatouée sur le torse, mais il en a d'autres, n'aurait a priori pas été radié, serait toujours membre de l'armée. On l'a découvert avec une photo qui a été publiée assez récemment de lui dans un bar de la caserne où il est militaire. Et en effet, a priori, le ministère ne détaille pas quelles sanctions ont été prises à son encontre, mais il serait toujours militaire. Vous, finalement, quels enseignements vous tirez de cette enquête ? Je ne suis pas sûr que ce soit à nous de tirer des enseignements. Nous, on constate, on rapporte des faits qui sont d'intérêt public et on montre donc qu'on a pu identifier relativement facilement sur les réseaux sociaux en l'espace de quelques mois, avec des moyens limités. On est 3 journalistes à avoir travaillé sur cette enquête. Ça a pris certes un certain temps, mais ça ne fait pas non plus des années qu'on travaille sur le sujet. On a pu en trouver 60 en l'espace donc de quelques mois. Là où c'est intéressant, sur ce chiffre de 60, évidemment, ça n'a pas vocation à être notre travail n'est pas exhaustif. Il y a, je crois, à peu près 230 000 militaires en France, si on compte les gendarmes. Donc 60 sur 230 000, c'est évidemment une proportion assez faible. Mais comme chacun peut s'en douter, on n'a pas consulté les profils des 230 000 militaires sur les réseaux sociaux. On en a trouvé 60, relativement facilement, encore une fois. Et surtout, les 60 qu'on trouve vont au-delà des chiffres officiels du ministère des Armées et en l'occurrence de la DRSD, qui est le service de renseignement qui est censé veiller, qui effectue un travail de veille sur ces problématiques-là. Et les chiffres de la DRSD, publiés dans un rapport en 2019, je crois, c'est qu'ils ont identifié au sein de l'armée de terre, à leur connaissance, 57 cas de radicalisation, dont, c'est le terme de leur rapport, une majorité de cas d'islam politique. Le ministère des Armées est donc au courant de 57 cas de radicalisation, toute forme de radicalisation confondue. Nous, en simplement quelques mois, on en trouve 60, et uniquement des néo-nazis. Ça pose évidemment question sur le travail de vérification et d'enquête qu'ils font en interne. Merci Sébastien Bourdon d'être venu sur le plateau du Média TV pour parler de votre enquête, publiée sur Mediapart et qui est toujours disponible sur le site. Merci. Merci. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir ? Notre engagement, c'est de vous donner la parole. À vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République. Penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chevia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. 3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui, chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations des sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure, avec notre modèle et notre manifeste, a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ces relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent
et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France.